Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Vincent, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette nouvelle émission du mercredi soir 20h30, ce rendez-vous. Comment ça va Vincent? Tu es mon premier invité confiné. Je suis confiné. Merci pour ton invitation François, c'est très cool. Eh ben avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vas et comment est-ce que tu t'es adapté à cette grande nouvelle du confinement? C'est vrai que c'est pas la première fois, hein. Moi, je suis quand même très habitué à ça, même rodé, on va dire, puisque on l'a déjà fait tous, hein. C'est vrai que c'est pas la même chose une deuxième fois. On a un repère un peu différent. Puis c'est très variable, hein, je pense, mais moi ça va un peu mieux que la première fois. Je sais pas toi. D'accord, tu le vis mieux, mais de toute façon, c'est ce qu'on a un peu. Enfin, après, on a un petit peu moins l'impression d'être confiné quand on voit tous les mouvements qu'il y a, les gens vont au travail, donc c'est vrai qu'on le vit tous un petit peu mieux. C'est un petit peu comme du déjà vu. Ouais, moi aussi, ça va un peu mieux que que la première la première fois, on te dit c'est interdit de sortir, tu sors pas. Enfin, même les premiers jours, on hésitait à aller courir ou il fallait d'ailleurs imprimer ou remplir le papier, l'imprimer. La première fois, il fallait l'imprimer pendant au moins une semaine, je sais plus. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais ouais, c'est pas forcément facile pour tout le monde, je crois. Moi, je pense à ceux qui vivent en appartement, un petit appartement, par exemple, qui même parfois vivent seuls. C'est pas simple, je crois. Non, c'est sûr qu'on n'a pas tous la même chance de pouvoir le vivre correctement ou pas. Alors, juste pour préciser en tout début d'échange, vous avez la possibilité, que ce soit sur Facebook ou YouTube, de poser vos questions durant tout l'échange à Vincent et on se fera un plaisir d'y répondre donc en live et comme vous voyez, on affichera à l'écran vos commentaires. Donc bonsoir à tous ceux qui nous disent bonsoir. Je vois tous les gens qui commentent là, il y a déjà plein de monde, c'est génial. Voilà, c'est chaud, ils sont chauds là les gens ce soir, ça va envoyer de la question à mon avis ce soir. Il y a déjà 49 personnes en live, là tu vas battre le record de Sylvain Cusso, je sens, ça va être Qui ça? Le record de qui? De Sissi. C'est Sissi qui a le record de 107 personnes en live, là je pense qu'on va l'exploser. Tiens, salut Seb. Voilà, alors Vincent, il y a une question que je pose habituellement à tous mes invités. C'est, est-ce que tu te rappelles de ton premier trail? Trail en course ou en off? En course. Premier trail officiel avec un dossard sur le ventre. Oui, je m'en souviens. Alors raconte-nous tout, comment t'en es arrivé à mettre ce dossard et pourquoi? Trail du Donjon dans le Vexin en Ile-de-France. D'accord. 50 km en bord de Seine avec des montées et des descentes sur les falaises, hein. La Craie ou quelque chose comme ça, au moins quelque chose de calcaire. Un peu après Mont-de-la-Jolie. Je sais pas quand c'est, il y a peut-être 10 ans, je sais plus la date, 2010 peut-être. Je l'ai fait avec mon frère parce que c'est lui qui m'a dit
Ouais, ça va. Maintenant, tu peux mettre des dossards. Et puis, je l'ai fait avec lui, je crois, avec lui. D'accord. Et c'était combien de kilomètres? 50, je crois. Ah, À peu près 50. premier Ouais. dossard, 50 km. Ouais, mais non, mais je t'ai demandé en off ou en course, parce que je cours depuis plus longtemps. Mon premier off, enfin, si, quoi. Ce serait quoi mon premier off? Quand j'étais étudiant, je courais pas mal. Dans ta région d'ailleurs, en Bretagne. Et qui est aussi la tienne, un petit peu. Hein. Ouais, mais pas dans mon coin. Je pense à Lannion. Enfin, j'ai étudié à Lannion et je courais sur la côte de Granit Rose, le sentier côtier, d'ailleurs, qui est superbe. Hein. Je sais pas si tu connais ce coin-là. L'Ultra Trail des Côtes d'Armor, là-bas. Et en fait, je courais. Le coin est un peu vallonné. Il y a des gros blocs de calcaire comme de granit rose. Ouais. Granit rose. Comme le nom de la côte. Je courais en running dans les sentiers. D'accord. Je faisais ça aussi déjà à l'époque. J'ai jamais franchi la porte, on va dire, de la course. La course, au début, ça ne m'intéressait pas plus que ça, en fait. Et puis, mon frère m'a dit, non, mais c'est bon, viens, on va faire une course. Ok. Et donc, cette course s'est bien passée. C'est comme ça que tu as commencé à enchaîner les dossards après? Non, ça s'est pas bien passé. J'essayais de le suivre. Enfin, je courais avec lui, et comme il est un peu plus rapide que moi, au moment où ma tête a tourné, il m'a dit, mais t'as mangé quelque chose ou pas? Je dis, non, j'ai pas faim. Il dit, si, il mange quelque chose, en fait. Et je lui ai fait un petit pot ou un truc comme ça. Et puis ça s'est pas mal passé quand même. Ok. Non, j'avais fait un semi avant. En fait, non, c'est pas ma première course, j'avais fait un semi. Ah oui, un semi, donc sur route. Ouais, semi de Paris, je crois. D'accord. Oui, c'était semi de Paris. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu en es venu? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que faut savoir que tu es une des personnes quand même qui m'a incité à faire ce que je fais maintenant, faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est en regardant tes vidéos. Ah, c'est cool, merci. Celle d'autres aussi que j'ai franchi le pas. Ouais. Donc merci à toi pour ça. D'ailleurs, on s'est vu en course, on a couru ensemble. Tu te souviens, exactement, on s'était vu au trail de Gare-les-Dents il y a 3 ans, peut-être 2 ans, je sais plus, 2 ans. J'avais encore ma perruque à l'époque. Et je voulais savoir comment est-ce que tu en étais venu à te dire, ok, moi je cours, j'ai des dossards, mais comment est-ce que tu en es venu à te dire, maintenant je vais filmer mes courses? Pourquoi? Alors, c'est pas, j'ai pas on va dire témoigné de ce qu'on fait. C'est pas la première fois que je le fais. Je le faisais déjà avant parce que j'avais un blog. J'ai toujours écrit ce que je faisais. J'ai toujours fait des photos. J'ai toujours publié, mis en ligne ce que je faisais. Et j'ai des sites web pour ça. À l'époque, encore c'était des blogs, mais maintenant. Du coup, je me dis qu'est-ce que je peux pas filmer? Et puis il y a des gens qui filmaient déjà avant moi. Je pense à Denis Claire, par exemple, ou à Émir qui le faisait. Je me dis, tiens, moi je vais faire ça aussi parce que j'aime bien parler, j'aime bien dire ce que je pense sur plein de sujets et je vais le faire sur la course. C'est pas comme ça, mais je pense un peu comme tout le monde. On se dit à un moment, tiens, je vais raconter. Il y avait aussi pour le montrer à mes potes ou aux gens qui me connaissent. Ok. Il n'y a pas vraiment de révélation ou une envie soudaine. C'est chez moi quelque chose assez naturel parce que j'avais déjà témoigné de ce que je faisais en ligne. Parce que avant, du coup, tu avais déjà Journal du Trail, Journal du Trek. Ouais. Et tu t'es dit, je vais passer encore à quelque chose de plus et faire les vidéos en plus. Non, oui. Enfin, il se trouve que du coup, ça fait des vidéos en plus. C'était pas forcément la démarche. Avant de beaucoup courir, je faisais beaucoup de voyages. Je fais toujours des voyages, mais j'ai fait beaucoup de voyages, plutôt beaucoup de rando, de trek, ce qu'on appelle trek, des balades, des off, plusieurs jours en montagne. Et puis, en 2005 à peu près, je me suis dit, tiens, je vais faire un blog là-dessus, et ça s'appelait Journal du Trek. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, mais je vais courir. Mon frère m'a dit, viens courir. Donc, ouais, mais est-ce que je peux parler de ça sur mon blog de trek? Non, du coup, j'ai fait un autre site, et puis, on change d'activité, de loisirs, on change de sujet avec le temps, et puis aujourd'hui, je suis plutôt sur le trail. Rien ne dit que dans quelques années, je ne ferai pas autre chose. Que Journal du Trek reprendra la première place et que Journal du Trail. Ouais, on évolue, on fait autre chose, on change. C'est sûr que quand j'ai préparé donc la couverture que vous voyez derrière l'écran, j'ai parcouru tes photos de couverture et c'était assez hallucinant de se dire le nombre de pays que tu as fait et de cultures que tu as dû aller rencontrer. C'est quand même pas mal
Quel pays t'as pas fait en fait? T'as pas mal voyagé avec. Non, mais c'est pas un genre. Si, on peut se dire, je vais faire l'UTMB comme objectif, mais il n'y a pas un voyage. Enfin, il n'y a pas d'objectif autour de ça. J'aime voyager depuis longtemps en fait, parce que je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait comme. J'ai dû faire le tour de l'Islande en vélo à 20 ans. Assez vite, il y a longtemps, j'ai voulu le faire et il n'y a pas de. Puis d'ailleurs, en fait, si on se faisait comme objectif, on est un peu emmerdé parce que quand on est confiné, c'est un peu un problème, quoi. Et puis le voyage, d'ailleurs, c'est interdit dans les enfants, les voyages. Oui. D'ailleurs, il y a donc Jean-Maurice qui nous demande quel programme 2021 si jamais tout ça s'arrange. Ah, Jean-Marie, c'est un breton aussi, Jean-Marie. Oui. T'as déjà Alors, quel programme en 2021 si tout s'arrange? Je ne sais pas encore. J'ai même oublié ce que j'avais prévu de faire cette année. Si j'avais. Moi aussi. Je me suis dit ça. Mais qu'est-ce que je devais faire déjà? Oui, tu vois. Puis en plus, on a reporté les dossards, donc il va falloir se remettre dedans pour. Alors, si, il y a quand même. Normalement, en 2020, je vais courir l'UTMB. Ouais. Et j'ai toujours mon dossard pour l'année prochaine, donc ça reste l'objectif de courir l'UTMB en 2021. Et ensuite. Pour la combienième fois? Comment? Pour la combienième fois? 3. Enfin, j'ai fini une fois, je suis arrêté à Champagne une fois. Et l'année prochaine, j'espère le finir. Okay. Et ensuite, je sais pas encore, j'ai des projets en tête, des envies. J'aimerais aller aux États-Unis courir une course et peut-être en suivre une autre au mois de juillet-août. D'ailleurs, faut pouvoir le faire, mais je recommande vraiment d'aller faire une course là-bas ou au moins d'aller voir. En plus du voyage, c'est intéressant, c'est sympa la manière dont ils voient le trail là-bas. C'est assez différent de chez nous et voilà, les Américains. On en connaît quelques-uns sur les podiums. Faut aller voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur l'ambiance? L'ambiance, la densité aussi. Il y a étonnamment beaucoup moins de coureurs ça c'est sûr, sur les courses américaines, il y a moins de coureurs pour des raisons un peu légales, je crois, où n'autorisent pas plus de 300 coureurs sur les sentiers. Ce sont souvent des parcs nationaux et donc on limite ça comme ça. Donc il n'y a pas des courses à 2000 coureurs. C'est pour ça d'ailleurs c'est difficile d'avoir un dossard pour la Western State ou la Hard Rock. Et puis je crois que c'est pas la même histoire. Le sport n'a pas la même histoire. Côté plus hippie de la course à pied. On le voit d'ailleurs quand tu vois Propica ou d'autres coureurs. C'est pas la même ambiance, quoi. Chez nous, je sais pas d'où ça vient. Peut-être plus une culture du cross, de la compétition. Même si les Américains ils sont très compétitifs, mais il y a tu me poses la question comme ça, je n'ai pas d'explication, mais je le sens comme ça. T'as révisé? Non, je n'ai pas révisé. Non. Voilà, j'ai fait une course complètement dingue là-bas. D'ailleurs, une vidéo sur la chaîne. Ouais, oui, les gens sont déguisés, c'est celle-là, non? Ouais, c'était le week-end dernier, cette année. Elle s'appelle la Javelina Jandred. Javelina Jandred, c'est une course qui a lieu en Arizona. Un État qui, je crois, est encore un peu swinging state avec Trump. Là, on ne sait pas trop qui va le remporter. Arizona, c'est dans le désert, c'est entre le Texas et la Californie. Et c'est une course de 100 miles dans le désert, avec sur les 100 miles, il doit y avoir 200 mètres de dénivelé positif dans le désert et à l'américaine, c'est-à-dire que les gens arrivent, il n'y a pas vraiment de règlement. S'il y en a un, faut arriver premier. Et puis effectivement, il y a les gens qui sont déguisés. J'ai accompagné un gars là-bas pour faire le pacer et je courais avec lui donc tranquillement au bout du deuxième tour. Ouais, parce que c'est une course bizarre. C'est un 100 miles, mais c'est 5 boucles de 20 miles. D'accord. Les trucs, c'est plat dans le désert. Ça tourne un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans l'autre sens, un coup dans l'autre. Et à mi-parcours, tu peux accompagner un coureur. D'accord. Et voilà, donc. Ça fait envie comme ça, hein? C'est super. Hein, et au ravito, il y avait du whisky. Donc, tiens, allez. Ouais. Donc, projet, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, projet. Les grands objectifs l'année prochaine, essayer d'aller au mois de juillet aux États-Unis pour faire une course là-bas. Rester un peu de temps parce que
pour en profiter un peu. Et puis l'UTMB. D'ici là, il y aura des courses de préparation si on a le droit d'en faire, quoi. On a le droit, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Alors, il y a Serge Moreau qui était mon invité il y a 2 semaines, qui est parmi nous et qui nous dit comment c'était le tour de Cerdagne à pied. Ça, c'est quelque chose que tu as fait récemment, j'imagine. Oui. J'étais en Cerdagne à peu près un mois. Cerdagne française, côté français de la Catalogne, dans le coin de Font-Romeu, d'où est originaire un skieur, il s'appelle Martin Fourcade, vous voyez un peu qui c'est. Et Kylian Jornet juste à côté d'ailleurs, côté espagnol. Et j'ai fait parce que c'est sympa de le faire comme ça aussi. J'ai couru le Tour de Cerdagne en solo, enfin en 2 jours. Et c'était chouette parce qu'il y avait un peu de neige. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu te souviens où tu étais là, il y a un des gars qui proposait d'aller compter les brames le samedi soir. Et je devais aller compter les brames et ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'il neigeait et ils ont annulé. Mais en dehors de ça, c'était très, très sympa. D'accord, super. Alors, tu vois, avant de préparer cette émission, je t'ai dit que les gens ils mettaient 20 minutes en général à poser les questions, mais là je vois qu'ils sont chauds tout de suite, donc on enchaîne direct. Non, mais j'ai toutes les photos, toutes les. J'adore son œil photo ainsi que sa passion pour la géologie. Et ça, c'est quelque chose que je me suis souvent dit aussi dans tes vidéos. Tu parles souvent de géologie et de types de pierres que tu croises et qu'on croise sur les sentiers. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné parce que je serais incapable de citer le nom des pierres. Et toi, tu as cette passion. D'où ça te vient, ça? Non, enfin, c'est pas une passion. Je suis pas un expert. Je connais pas grand chose. Je parle de ça parce qu'il y a d'autres sujets qui me passionnent vraiment. Je parle de ça parce qu'en courant, effectivement, j'aime bien parler d'un peu de tout et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et en course, en montagne, on peut parler des montagnes parce qu'on en voit beaucoup. On peut parler des vallées parce qu'on en voit beaucoup. Et leur point commun, c'est la manière dont ils sont apparus, ils sont créés. Et ça s'appelle la géologie. Et j'en parle comme ça, mais c'est par curiosité, une manière de. Voilà, je dis pas grand-chose, sauf à dire que différents types de roches et puis voilà. Mais j'aime ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être une particularité de mes vidéos. Je parle un peu de la course, mais surtout de ce qui me passe par la tête et de mes centres d'intérêt, un peu en corrélation avec ce que je vois devant moi. Mais alors on peut parler de physique ou de cosmologie ou d'anthropologie. J'aime bien ces sujets-là. Ok. Et est-ce que tu penses quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se dit tiens, je regarde les vidéos de Vincent en ce moment, en ce moment, même il n'y en a pas beaucoup, parce que pas beaucoup de travail forcément. Et j'aimerais bien me lancer sur YouTube. Quel conseil tu donnerais à cette personne qui démarre avec ses 0 abonnés et qui a rien du tout comme connaissance, comme matériel? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Avec ton expérience. C'est pas la peine qu'il se lance, ça va pas être très loin. Non, mais en vrai, je peux pas leur donner de conseils parce que ça veut dire que je vais avoir de la concurrence. Et même toi, d'ailleurs, c'est quoi cette question, franchement, François? Non, mais il y a pas tout ce que je fais, moi, c'est par plaisir, par curiosité, aussi par envie de partager ou peut-être pour montrer aux gens que j'existe. Quand on fait quelque chose, on le fait par envie. Si vous avez envie de le faire, faites-le, quoi. Après, vous pouvez poser des questions à François ou à moi sur les sujets techniques, sur le matériel, sur. Tu filmes toujours avec ton appareil photo? Tu auras raconté les choses, mais qu'est-ce que je peux dire comme conseil? Conseil le plus important. Ne pas regarder les posts. Prenez du recul sur ce que vous avez fait et posez-vous la question de savoir si ça vous ennuie vous-même en vous regardant, par exemple. Est-ce que vous vous ennuyez vous-même en regardant votre vidéo? Est-ce qu'elle semble sympathique, fun, amusante, intéressante? C'est un bon conseil, ça. Et du coup, peut-être que vous vous rendrez compte que il y a des choses à raconter en plus, des petites anecdotes, changer la manière de filmer, avoir des plans différents, zoomer, dézoomer. Autre conseil, on parlait de matériel tout de suite, là, ne pas utiliser une GoPro, par exemple. Moi, je suis avec une GoPro, moi. Je sais. Toi, tu es avec ton appareil photo, avec ton écran qui se rétracte. Ouais, je vois des questions sur le matériel que j'utilise. Qui connaît plus la bière que la géologie. Oui. Alors, quel matériel tu filmes
en ce moment? Pour le moment, j'utilise un Canon G7X, D'accord. qui est un compact de la gamme Expert Canon. Il y a aussi la même chose, quasiment la même chose chez Sony, le RX100, qui a pas mal de qualités photographiques, optiques, on va dire, et donc pour filmer, c'est aussi très bien. Moi, il y a autre chose que je fais quand je cours, on le voit pas sur les chaînes, sur la chaîne, c'est je fais des photos en fait. J'aime bien aussi faire des photos et je m'en sers aussi d'ailleurs sur le Journal du Trail ou dans les magazines avec lesquels je collabore. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Serge et Esprit Trail parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Ça fait juste simplement de meilleurs plans et au niveau optique, c'est plus intéressant que la GoPro. Ça a un désavantage, un inconvénient, c'est que ça n'aime pas trop l'eau. Oui. Et du coup, dans ce cas-là, je le range et je filme avec le smartphone. Ok. Ah oui, oui. Ouais. Ça marche. Donc c'est pour ça que tu préfères filmer avec un appareil photo plutôt qu'une GoPro. Ouais, parce on peut rentrer dans les détails techniques de la photo, mais c'est un capteur qui est plus grand. Du coup, tu as en général une meilleure sensibilité en basse lumière. L'optique est plutôt qualitative, c'est pas juste une petite lentille comme sur la GoPro, il y a un vrai zoom. Ça permet du coup d'avoir aussi un peu de profondeur de champ, d'avoir un arrière-plan flou, et de pas avoir de post-prod à faire. Et puis, j'aime la photo aussi, et je préfère avoir un appareil plutôt qu'une GoPro. Ok, ça marche. Bon, il y a Yuri qui confirme, hein, tant que j'avoue que moi la géologie, tant que le sol fait pousser du houblon, ça me va. Je sais pas, il n'y a pas de houblon en montagne, pas, non, je sais pas. Il y a Bah, du il y a houblon la pierre du Mont Blanc qui est très bonne, mais je sais pas où est-ce Ah, qu'elle mais est le houblon, il vient fabriquée. peut-être pas de. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, Vincent. Après avoir parcouru tous ces trails et tous ces pays différents, toutes ces aventures différentes, parce que tu as fait des trails à étapes, notamment le marathon des sables, tu as fait des treks, tu as fait des trails longs, des moins longs. Euh, Qu'est-ce qui te fait rêver maintenant? Euh, Qu'est-ce qui me fait rêver? Tu te dis, j'ai pas encore fait ça, et si j'ai pas fait ça, j'ai raté ma vie. Je ne sais pas. Je pense les choses un peu comme ça, au fil de l'eau. Je les prends comme elles arrivent. Il y a des choses qui me faisaient rêver il y a un certain temps et qui me font moins rêver. Peut-être le fait d'avoir fait, effectivement, à l'époque, ce que j'avais envie de faire, fait que je suis rassasié de ces envies. Euh, j'ai envie de revivre des expériences que j'ai vécues. Par exemple, je retourne faire l'UTMB. Ouais. J'ai envie de revivre des expériences, des nuits seules en montagne en course. Il y a des destinations que j'ai envie de visiter. Et oui, par exemple, j'irais bien. Moi, j'adore le Grand Nord. Je retournerais bien dans les destinations froides de Scandinavie, par exemple. Il y a des destinations que j'ai déjà vues où j'ai envie de retourner, comme Madagascar. En course, j'ai envie de refaire des courses seules, où il y a peu de monde. Des courses où tu pars, t'es 50 au départ et au bout de 3 kilomètres, t'es tout seul. Cette Ok. chose que nous, les coureurs Français. plutôt moyens, comme moi en tout cas, euh, on n'a pas la chance de vivre. Quand nous, on part sur une course, on a toujours quelqu'un avec nous. En fait, il y a toujours quelqu'un devant, et puis la nuit, les frontales, il y a toujours du monde. Ce que les champions ne vivent pas, eux, ils font la course tout seuls du début à la fin. Surtout Ouais, Zach bah, ils Miller. ont quand même des hélicoptères au-dessus de la tête qui les filment. Ouais, ça dépend. Ouais. Pas sur Tu tous les vois, trails, en dehors pas, du mais TMB, je sais pas si Serge Moreau a prévu des hélicoptères sur sa course, mais je suis pas sûr. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai vécu en fait sur des courses où des courses où il y avait peu de monde en fait. On fait une course, on était 10 au départ, ou des courses, on est 30-40 au départ sur des 100 bornes. Et ça, c'est sympa. C'est une expérience intéressante de faire la course seul sans voir personne. On est vraiment seul avec nous-mêmes. Et donc voilà, ça j'ai envie de refaire. Mais j'ai pas de grands rêves en fait. Je fais les choses qui me viennent par la tête comme ça. d'accord. Ok. T'as pas de gros objectifs d'allonger les distances, de changement de sport Non. peut-être aussi, de. En fait, j'habite Paris et le vélo me manque. Enfin, le vélo me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Enfin, si je fais du vélo, mais pour aller au boulot, c'est pas la même chose. Quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de VTT. Je faisais autant de VTT que de trail aujourd'hui. Et sans doute que je reviendrai au vélo, au VTT
Mon âge révolu m'interdira de continuer à courir. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand tes genoux crieront stop, arrête de me mettre ce que tu me mets. Ouais. Ok, ça marche. Alors, il y a Vincent Rojo qui demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des douleurs dans le cœur dues au stress? Alors, je comprends pas trop. Des douleurs dans le cœur dues au stress? Ouais, il insiste pour que je pose la question, donc je la pose, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Des douleurs dans le cœur dues au stress, non. Le stress, oui. Moi maintenant, mais des douleurs dans le cœur dues au stress, non. Vincent, tu peux préciser ta question? Est-ce que tu es stressé maintenant, toujours à force de faire tes départs? Est-ce que la veille d'une course, tu stresses encore? Non, j'ai jamais stressé en fait. Enfin, sur une course, j'ai jamais stressé. J'étais ému ou pris par l'ambiance, par exemple. Évidemment, quand tu cours l'UTMB, quand tu es sur la ligne de départ du UTMB, t'es ému. Mais je dirais pas que c'est du stress. J'ai jamais été stressé sur les courses. Même la veille? Non, pas vraiment. Non, mais j'étais stressé. Je suis stressé j'étais stressé pendant à l'époque quand je faisais des examens, par exemple, ou avec des enjeux professionnels, quand tu dois soutenir un projet devant 30 personnes et des clients dedans, oui. Mais en course, non, pas du tout. Non. Mais par contre, de l'excitation, oui, d'émotion, de l'envie, des questionnements, mince, est-ce que j'ai pas oublié un truc, voilà, puis partir sur la course en oubliant ton appareil pour filmer la course, par exemple. Mais ça, pour moi, c'est pas du stress. Peut-être que c'est du stress pour certains, c'est peut-être ça le stress, je sais pas. Mais non, j'ai jamais eu d'appréhension la veille d'une course. Et est-ce que depuis que tu as commencé le trail, tu trouves que le trail a changé? Non, je crois pas. Peut-être, il a changé. Enfin, moi, je vois souvent ce commentaire là de dire que l'esprit trail est mort, de dire que c'est plus ce que c'était. Alors moi, je suis là depuis avant-hier, donc je sais pas trop. Mais pour les personnes on peut toujours trouver des différences ou des arguments à ce qu'on veut faire, à l'information, au message qu'on veut passer. On peut dire qu'il y a plein de choses qui ont changé. On peut aussi dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas changé. De quoi on veut parler précisément? Est-ce que c'était mieux avant, ou est-ce que tiens, je suis privé d'être un des seuls coureurs de trail du village? Ou je comprends pas bien cette question. Est-ce que les choses ont changé? Évidemment, les choses ont changé, parce que par exemple, aujourd'hui, on peut courir en Oka. En 2010, on ne pouvait pas courir en Oka. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas changé. Par exemple, de passer une nuit en montagne sur un ultra trail en 2010, c'est à peu près comme aujourd'hui. Dire ça, c'est faut aussi dire le contraire. J'ai pas de, faut rester un peu tranquille par rapport à tout ça. Il y a pas, le trail a changé, oui, mais en même temps, non, pas vraiment. C'est pas un sujet. En fait, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des techniques quand toi en trail, tu vois, ça va plus? Comment est-ce que tu fais pour garder la flamme, et comment est-ce que tu fais pour la garder aussi dans ces temps difficiles? Ah ouais. Alors aujourd'hui, j'ai pas très envie de courir. Et aussi parce qu'en fait, pour moi, c'est pas il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, et c'est pas une passion à ce point qui va réduire les autres hobbies choses secondaires. J'ai pas absolument envie de courir aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas de course, effectivement, ça réduit l'envie. Après, ça n'empêche pas d'aller faire mes footings. Je sais que ça reviendra, sans doute. Et si ça revient pas, c'est pas très grave. C'est pareil, c'est pas une finalité d'avoir la flamme. J'ai fait différentes choses avant. Le jour où on pourra continuer on pourra reprendre les courses, je le ferai sûrement. Mais j'ai pas d'angoisse ou d'inquiétude par rapport à ça. Ça reviendra comme ça reviendra. Après, il y a autre chose, il y a un autre sujet autour de ça. Il y a effectivement comment on reste. C'est un sport difficile quand même. Hein, courir. Moi, je suis plutôt des longues distances, mais courir 100 km en montagne, c'est difficile.
Et au début, on est au taquet, hein, on se prépare un peu comme un premier examen important. Et on est très préparé. Mais c'est difficile. C'est aussi des contraintes au quotidien et c'est un peu monomaniaque au début. Et continuer à le faire, parce qu'en fait, il faut le faire si on continue à faire ce genre de courses. Sinon, on ne termine pas, hein, on bâche. Eh bien, c'est pas évident de rester motivé pour passer la barrière du dossard et au moins de pas se faire attraper par la barrière horaire. Ça, c'est plus difficile. Il faut que ça soit un plaisir. Hein. Faut pas qu'il y ait de douleur ou de contrainte ou difficulté pendant la course. Et je sais pas comment. Il n'y a pas de recette pour ça. Hein. Quand c'est un peu dur en ralenti, par exemple, on relativise aussi le fait de devoir arrêter la course. C'est pas grave si on arrête une course. C'est pas, au début, on le prend pour soi, on a un peu honte parce qu'on en a tellement parlé sur les réseaux que mince, si j'abandonne, c'est un peu nul. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est pas grave de terminer. Et donc c'est peut-être une forme de sagesse où on révise nos curseurs, on réduit un petit peu le contraste et puis ça passe naturellement. Faut pas se mettre trop de pression sur tout ça. Ok. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu un conseil, ça, que tu donnes, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler aux gens, de s'engager avec les gens, de dire bah, je vais faire ça. C'est vrai que c'est un élément qui fait que bah, tu vas te dire bah, je me suis engagé, il y a plein de gens qui savent que je fais ce truc-là, donc ça va te pousser un petit peu au cul. Mais du coup, si tu abandonnes, bah, la sanction, elle est un petit peu plus dure parce que justement, tu as donné cet engagement-là auprès de plein de gens. Et Ouais. c'est vrai que c'est un peu le contre-coup de ce conseil-là. Ouais. Oui, parce que évidemment, on le fait aussi. On en parle et il y a une question d'ego qui apparaît et le fait d'en avoir conscience, ça n'empêche pas qu'il existe et ouais, il faut tempérer, modérer tout ça, en avoir conscience, relativiser. Tu te rappelles de ton premier abandon ? Oui. Enfin, oui, il y a abandon et abandon. Vas-y, raconte-nous. Bah, une fois, j'ai abandonné parce que je suis perdu j'ai fait 15 km dans le mauvais sens. J'ai fait demi-tour et c'était au départ de la course. J'ai tourné à droite et j'ai tourné à gauche. Ok. Donc j'ai fait 15 km dans un sens. Il y avait d'autres coureurs avec moi. On était une dizaine. On s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon sens. C'était balisé, c'est une longue histoire. Et on a fait demi-tour. On est revenu au point de départ de la course. Hein. On était à 1 km du départ et on avait 30 km dans les pattes. Et c'était un 170 km, un 100 miles. Du coup, bah, je me dis, c'est bon. Il y a la barrière au 60e, c'est mort. Donc j'ai abandonné là. C'était la première fois que j'abandonnais. Ensuite, j'ai abandonné et j'ai beaucoup appris en fait cette fois-ci, cette seconde fois, et en fait cette première fois pour moi. C'est sur l'UTMB. C'est la première fois où j'ai abandonné vraiment, c'est-à-dire en rendant mon dossard parce que j'en avais marre, j'avais plus envie de courir. C'était sur l'UTMB, qui était une course importante, qui pour moi qui est une course importante, mais qui était une course importante cette fois. C'était la deuxième fois que je le faisais et on pourrait parler de ça aussi. C'est pas la même chose de faire une course difficile, aussi importante que l'UTMB, une fois, pas évident. Et le faire la deuxième fois, c'est peut-être plus dur en fait. Et j'ai abandonné là. Ouais, c'était sur l'UTMB, on va dire la première fois. Et par rapport à quoi ? Parce que tu sais ce qui t'attend ? Parce que tu arrives avec un peu de confiance, tu l'as déjà fait. Ouais. Donc c'est pour encore parler de la motivation et de la manière de rester quand même un petit peu prêt pour l'événement, c'est pas anodin. Et puis effectivement, alors aussi parce que je voulais mieux faire la première fois. Donc, je partais un peu vite, mais ça allait, j'étais plutôt en forme. Et puis tu as raison, c'est parce que je savais ce qui m'attendait. Et quand on sait que sur une deuxième nuit en course, c'est quand même assez difficile. C'est ça, pour pas dire autre chose, c'est très difficile. De savoir que les 50 km qui restent, ça va être difficile comme la première fois et de savoir que ça va être très difficile et qu'on a déjà fait la course et que en fait on trouve des arguments pour arrêter, quoi. Ça c'est un des sujets qui m'intéresse aussi sur le mental. Qu'est-ce que le mental? Peut-être que quelqu'un qui va poser la question à un moment, mais j'ai plein de choses à dire sur le mental. Bah, c'est sûr que le trail et l'ultra trail encore plus, c'est un des sports, enfin j'en ai pas testé non plus, j'ai pas testé tous les sports, mais c'est le sport qui te fait le plus travailler
ton introspection. Enfin, on le voit, c'est pour ça que j'ai affiché cette question-là, qui est très intéressante. C'est le seul sport où tu peux t'en remettre à toi-même, aller rechercher aussi loin pendant autant de temps. Enfin, voilà, si ce n'est d'autres sports qui seraient plus solitaires et moins engagés, type de la randonnée très longue ou des choses comme ça. Mais l'ultra trail, tu as quand même cet aspect solitaire et d'aller rechercher dans tes ressources vraiment très très loin, donc du coup dans ton mental. Et c'est ça qui attire, je pense, beaucoup de gens et qui et à contrario qui fait bâcher plein de gens, quoi. Ouais, je pense que ce qui attire, c'est l'exploit, c'est la possibilité de vivre. De vivre un exploit. C'est un peu une montagne dans notre milieu, de faire un ultra trail. Et mais en fait, il faut le faire une fois. Il faut d'abord le faire une fois pour savoir ce que c'est. C'est quelque chose de très particulier qui va faire découvrir autre chose. Par exemple, on apprend sur soi, on apprend sur nos certitudes, sur les hallucinations. Nous faut comprendre que le monde il n'est pas toujours forcément celui auquel on croit. Et en fait, on y va pour des raisons. Par exemple, pour un challenge, pour un exploit sportif, pour l'ego, pour plein de choses. Et on y revient pour d'autres raisons. On y revient parce que on a aimé des choses qu'on ne connaissait pas. Effectivement, la méditation, l'introspection, toutes ces choses qu'on ne peut vivre que sur un ultra trail. Et on y revient pour ça. Alors la question, c'est pourquoi cette envie de courir seul la nuit? C'est un plaisir, ouais. Effectivement, il y a de l'introspection, de la méditation, un flottement indéfini entre deux eaux, entre la perception de l'environnement et en même temps pas une super perception de l'environnement. Quelque chose pour moi, d'assez satisfaisant, d'assez agréable, que je ne pourrais pas décrire comme ça en quelques mots. Et je pense en fait qu'il y a pas vraiment besoin de décrire. Je laisse les gens le faire, l'essayer, ça peut plaire ou pas. Et même, je vais même finir là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un besoin d'en parler. Il n'y a pas à en parler de la raison du plaisir qu'on a à courir seul la nuit en montagne. Je pense que c'est pas nécessaire d'en parler. En fait. Je pense que c'est quelque chose de très personnel et que ça doit être partagé avec autrui. Oui, il faut le vivre comme comment dire ça. Il y a des choses qu'on peut penser, qu'on peut projeter, concevoir, verbaliser avant de le faire, théoriser comme ça. Il y a des choses qu'on comprend en faisant et pour lesquelles il n'y a pas forcément de vocabulaire. D'ailleurs, le vocabulaire, il est né du quotidien. On a besoin d'utiliser des mots pour décrire ce qu'on vit au jour le jour. Et il y a des choses qu'on vit jamais et pour lesquelles on n'a jamais eu besoin de mots. Alors, par exemple, c'est ça. Une nuit seule en montagne. Je pense que les mots n'ont pas été encore créés pour le décrire et qu'il faudrait peut-être quelques penseurs, philosophes pour verbaliser ce qu'on vit en ultra-trail. Ah, c'est intéressant. Ou alors demander aux chasseurs-cueilleurs du Kalahari qui courent comme ça pendant 200 km sans s'arrêter. Intéressant comme façon de penser ça. J'avais jamais poussé la réflexion jusque-là, donc c'est intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que tu vois, Yuri qui nous redit travailler le mental, c'est quelque chose qu'il ne fait jamais, mais c'est quelque chose que très peu de gens font. Alors, il dit j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin, mais en fait, moi je pense ça, j'y réfléchis à savoir pourquoi est-ce qu'on s'entraîne autant à la VMA. Maintenant, on s'entraîne à bien manger. On s'entraîne à beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce qu'on s'entraîne pas au mental? C'est parce que c'est une discipline qui est assez récente et que à l'école, au lycée, jamais un prof de sport va te faire travailler ton mental. Donc c'est pas encore quelque chose qui est inscrit dans les mœurs, c'est pas encore quelque chose qui est très courant. Et pour autant, je suis persuadé que dans 10 voire 20 ans, tout le monde en parlera. Bon, déjà, il y a une chose qu'il faudrait définir, c'est quoi le mental, de quoi on parle précisément. Jamais trop su ce que c'était. Je pose cette question volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, le mental, ça veut dire plein de choses et ça veut rien dire en même temps. Moi, je pose la question ouvertement, c'est quoi le mental? Est-ce que de se lever le matin tous les jours pour aller courir, est-ce que faut avoir du mental? Est-ce qu'avoir une personnalité, ça suffit pour avoir du mental? Moi, le mental, je m'entraîne pas pour ça. Je
je pense que j'évite d'en avoir besoin. J'évite d'entrer dans une zone où il faut avoir besoin d'un mental, ou par exemple de se forcer, ou de dépasser ses limites, ou essayer d'aller au-delà de quelque chose, où du coup on est un peu borderline et on parle de mental. Mais moi j'essaie d'éviter ça. Voilà, je suis un peu frileux par rapport à tout ça. Ça rejoint aussi aux formes de motivation, ou la manière dont on peut se motiver pour courir. Franchement, si on n'a pas envie de courir ou de s'entraîner, c'est pas forcément nécessaire de se dépasser. On n'est pas des champions, on n'a pas des objectifs aussi importants que ça. Le but, c'est de se faire plaisir. Et il y a une expression, moi, j'ai du mal à suivre, ou j'ai du mal à m'intégrer, c'est dépasser ses limites, ou la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Ça, par exemple, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, ou même à définir. C'est quoi la zone de confort, c'est quoi le mental. Je pense qu'il y a plein d'autres problèmes à gérer quand on fait notre sport, que de devoir se faire mal ou aller plus loin, quoi. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas Jim Wamsley ou François Daen, quoi. Là, on peut se poser la question. On peut avoir des contraintes quand on bosse, mais quand on court pour le plaisir, c'est pas la peine de se mettre des contraintes. Alors, le concept de sortir de sa zone de confort, c'est un concept qui est vraiment très utilisé en développement personnel, alors qu'on devrait plutôt dire étendre sa zone de confort. Parce que voilà, plus tu l'étends, et plus si tu sors et que tu rentres dedans, au final, t'as pas vraiment évolué intérieurement. Et c'est vrai que ce concept de sortir de sa zone de confort. Alors c'est vrai que au final, l'engagement, il est pas énorme quand on fait ça en tant qu'amateur. Maintenant, c'est vrai que quand on doit aller se dire à 3 heures du mat, il faut que je continue quand même, et que tu as une base vie qui t'attire, et puis que te dit viens, reste dormir là, et que toi tes limites, et ben c'est là aussi que du coup le mental, la discipline va intervenir, non? Ouais. On peut se préparer à ça, mais moi, quand c'est arrivé sur l'UTMB, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alternative. C'était pas, je parle pas effectivement de l'appel sympathique, séduisant d'un ravitaillement, quoi. Je parle pas de ça. Ça, c'est tu t'arrêtes, tu continues, effectivement, tu continues ou pas. Mais non, je parle de quelque chose comme il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que j'en ai marre. C'est une évidence. Non, c'est pas j'en ai marre, ça n'a plus de sens. Ok. Qu'est-ce que je fais là? J'ai une perception du truc qui est tellement biaisée et tellement forte que la question d'arrêter ou pas, ou de mental, ou du tiens, vas-y, continue un peu, elle a même pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'évidence absolue, je m'arrête. Okay. Je sais pas si dans les gens qui nous écoutent, là, il y a des gens qui comprennent ce que je dis. C'est que moi, jamais arrivé de me dire tiens, je m'arrête parce que j'en ai marre. C'est pas, je pourrais continuer. Bon, non, moi je fais une course, je pense au prochain ravito. C'est plutôt c'est dur, il pleut, mais c'est pas la fin du monde, et j'avance et je me pose pas trop de questions. Et la fois où je me suis posé cette question-là, il n'y avait pas d'alternative. C'était la question du mental à ce moment-là. J'en ai parlé dans une vidéo. Je pense que c'était en débrief justement de mon abandon sur l'ITMB. J'avais fait une analogie, je sais pas si elle est valable. Quelqu'un qui me dit ouais, mais t'as une crampe, mais franchement non, c'est une question de mental. Pourquoi tu continues pas à courir? Pourquoi tu continues pas à courir? Pas parce que tu as une crampe sur les 2 jambes et que tu peux plus marcher que faut s'arrêter. En fait, là, les gars, je dis non, en fait, juste j'ai une crampe. Voilà. Okay. Imaginons maintenant quelque chose qui pourrait être similaire, comme une crampe au cerveau. En fait, la manière de se motiver, de penser à la suite de la course et tout ce qu'on peut imaginer, c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai vécu, moi, sur le truc. D'accord, non, mais c'est intéressant comme façon de penser, et c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile, encore une fois, de mettre des mots dessus. Et ça, c'est comme, tu sais, on connaît tous un pote, un ami qui a abandonné peut-être au dernier ravitaillement sur un ultra, ou même pas sur un ultra, sur une course de 50 bornes, il a abandonné à 40 km. Et puis on se dit toujours, mais pourquoi? Enfin, il te restait que 10 bornes. Et pour autant, cette personne l'a fait. Et se dire, soit qui a déjà fait plus de kilomètres, et qui a une expérience, moi ça m'arrivera jamais. C'est un petit peu se mentir, parce que si ça peut arriver à tout le monde. Oui, et puis il faut toujours faire attention d'interpréter ou de juger
pas forcément juger, mais d'interpréter ou de donner des conseils ou une explication à ce que ressentent les autres. C'est à l'inverse, on pourrait imaginer que voilà, tu as des problèmes dans ta vie, moi je te donne des conseils, c'est pas compliqué, pourquoi tu as ces problèmes-là, passe outre. Bon, non, si une personne, évidemment, il y a plein de paramètres que juste la préparation mentale ou le fait d'avoir travaillé ça. On est fatigué, on a des soucis au boulot, il y a plein de trucs qui font que ça va 5 minutes, et puis surtout qu'on se pousse à s'y remettre, et parfois on s'arrête, mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai regardé la dernière vidéo où il y avait Serge Moreau qui était invité, il parlait de ça aussi. C'est vraiment pas un problème d'arrêter une course. C'est pas gênant, il n'y a pas d'enjeu aussi important que ça, éventuellement un petit peu d'amour propre, mais c'est jamais grave. Et puis surtout, faut pas préjuger de la capacité de télépathie pour savoir ce qui se passe dans le cerveau des gens, quoi. Non, faut rester un petit peu humble et bienveillant par rapport à tout ça. Et puis on est là pour s'amuser, vraiment. Hein, tout à fait. C'est le principal, hein, se faire plaisir. Tant qu'il n'y a pas ça, il y a rien du tout. Alors, comme je te disais en off, l'inconvénient avec mon petit logiciel StreamYard, c'est que les personnes qui laissent des commentaires sur mon compte personnel Facebook François Hinault, je vois pas les commentaires qui s'affichent là, et du coup je vais les lire. Je peux pas les afficher à l'écran, mais je vais les lire. Donc il y a Simon Dubier, qui est ton acolyte, qui te passe le bonjour et qui te dit que c'est le meilleur d'entre nous. Ouais, c'est vrai. Et il y a une question vachement intéressante que je trouve, Anthony Coupé, qui nous demande si tu as vraiment flippé ta race l'année dernière quand tu as été faire une sortie en off des Templiers en 2019. Non, en fait, sur le moment, non. Alors, pour ceux qui savent pas, les Templiers l'année dernière, il a été annulé. Oui. Il a plu. Donc on se dit, merde, c'est pas une raison pour annuler une course. Et en fait, si, parce que le lendemain matin, on s'est dégourdi les jambes, on est monté à la Puncho d'Arras, là, au-dessus de Millau, et il y a eu une grosse éclair. En fait, on a vu ce que c'était, en fait, et la raison pour laquelle ils avaient annulé. Ça a vraiment pété fort, et c'était pas loin, en plus, d'où on était. Sur le moment, je sais pas, non. C'est en redescendant, je me suis dit, en fait, faire attention en montagne. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu dangereux. Alors c'est vrai que nous on se fait souvent charrier en tant que breton avec la pluie, mais les pluies de montagne et les pluies bretonnes, ça n'a rien à voir. Alors quelle est justement ton attache à la Bretagne? Et il y a un ultra trail qui va s'organiser dans l'ultra trail des Monts d'Arrée l'année prochaine en juin 2021, si c'est toujours possible. Ah ouais. Et est-ce que ça te brancherait d'y venir? Alors, déjà, dans les projets off que j'avais cette année, c'était de traverser l'Armorique. Il y a un GR qui traverse le parc, enfin, le parc national ou régional, je sais plus, qui va près de Morlaix jusqu'à la pointe. D'accord. Alors, est-ce que c'est le même parcours? Je sais pas. J'avais en tête une centaine de kilomètres par le GR. C'est quelque chose comme ça. 80 ultra trail, le 80 dans les Monts d'Arrée en juin 21. Peut-être, ouais. Eh ben, écoute, ça peut m'intéresser. Moi, si je peux, je serais. François, on devait pas courir le Bretagne Ultra Trail ensemble? Si. On devait faire ça. Si, on devait faire ça, ouais. Ça faisait partie des projets de cette année, malheureusement, qui ont été un petit peu avortés. Ouais. Alors, c'est l'Ultra dans les Monts d'Arrée, oui, c'était en juin 2021. Bah, écoute, Julien, ça peut être intéressant, ouais. Et ben voilà. Mon rattachement à la Bretagne. Ouais, mon rattachement à la Bretagne, c'est l'endroit où j'ai grandi, donc j'ai des souvenirs là-bas. Et puis j'ai mes parents qui vivent toujours, donc j'aime assez. Ouais. Ok, rendez-vous en juin 2021 ou plus tard. Alors, comment s'est passé le Thor? Le quoi? C'est quoi ça? Tu te rappelles? Non, c'est quoi? Thor des Géants. Ah, Thor des Géants, ouais, c'est une super course. De toute façon, vous ne m'aurez pas là-dessus, je répondrai jamais. Pourquoi? Alors, pourquoi le Thor des Géants, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Non, je pense. Ouais, vous savez ce que c'est? Vallée d'Aoste, plus de 300 bornes. Le Val d'Aoste, dans les Alpes italiennes, en partie francophone d'ailleurs. Une course de 2 fois 100 miles qui a lieu en septembre, et j'étais inscrit. J'ai pris le départ, je me suis arrêté au bout de 80 km. Parce que j'étais pas prêt, en fait. J'étais juste pas prêt.
peut parler de ça aussi. Toi, moi, on fait beaucoup de courses aussi parce que, disons qu'on est invité ou sollicité par les orienteurs de courses et on fait des courses parce que les gens nous invitent. Et moi, j'en fais beaucoup et cette année-là, j'en ai fait beaucoup trop et j'étais pas prêt pour faire le Tour des Géants qui, juste, vous avez une idée, hein, c'est-à-dire qu'un ultra trail de 100 km ou 160 km, c'est du gâteau à côté, hein, en fait. Et pourtant, sur ces courses-là, on se prépare énormément, beaucoup. Le Tour des Géants, j'étais pas prêt pour le faire. J'ai eu un dossard un mois avant et je me suis dit bah ouais carrément le Tour des Géants, et ça se fait tranquille. Non en fait, non, faut pas faire ça. Donc je me suis arrêté au bout de 80 bornes sur le Tour des Géants et voilà et maintenant c'est facile à dire, mais j'avais même en moment avant ça toujours pensé que c'était trop en fait. C'est pas une distance euh, acceptable pour une personne saine. Sauf si on est prêt à dormir pendant 15 jours après. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé sur le Tour des Géants. Je me suis arrêté à. Est-ce qu'on peut comparer ça, des courses comme ça, à des randonnées rapides? Ah oui, bah, le Toi qui Tour as des fait Géants, les deux. je pense que tu peux le faire en marchant tout le long. Mais toi qui as fait les deux, je veux dire, toi qui as fait des treks en solo, est-ce qu'on peut finalement l'engagement sur ces épreuves-là, parce que ça reste une épreuve même si tu as fait un trek, est-ce que tu pourrais les comparer? Non? Enfin, ou se dire, Non, ah, c'est un petit peu pareil de se lancer là-dedans, non. non? Non, parce que sur une course, il y a quand même des barrières horaires. Mm. T'es pas en autonomie. Étrangement, en fait, quand tu fais du trek, quand tu pars une semaine en solo en Norvège, t'as tout avec toi, t'es autonome. Et tu fais un peu comme tu l'entends. Tu t'arrêtes quand tu veux, tu dors quand tu veux, t'as assez à manger. Alors ouais, t'as un sac de 12 kilos, mais non, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer ce qui se passe entre deux ravitaux sur le Tour des Gens ou d'autres courses, en fait, hein, des courses qui peuvent se faire en marchant. Avec un trek, tu n'as pas de contrainte temporelle, enfin, sauf si t'as un avion à prendre, t'as un peu mal géré ton truc, mais non, effectivement, tu peux faire un ultra trail en marchant, hein. Certains, pas tous, mais c'est pour ça que ça ressemble à un trek, ça reste une course. Ok. Et puis tu es tout seul aussi, t'es tout seul, t'as pas d'autres coureurs, t'as pas, euh, ouais, c'est autre chose. Je reviendrai, j'en fais plus parce que je fais des courses maintenant, mais c'est bien de faire des randonnées comme ça. Et les off, d'ailleurs, cette année, ça a permis de renouer un peu avec ces anciens plaisirs d'enfance. Mm. Bah, c'est vrai qu'après avoir fait le GR20 comme ça en autonomie, en rapide, c'est quelque chose que je me suis dit que j'en ferais un par an au moins, Ouais. une épreuve de ce style. Et c'est vraiment autre chose et on rentre vraiment dans un autre monde et c'est vrai que c'est vraiment attirant aussi, surtout quand on Ouais, aime c'est la nature. contemplatif, il y a pas, on fait un peu comme on veut, on peut évidemment décider d'aller vite ou pas. Et souvent en course, moi je sais pas si ça te le fait, mais je passe dans des endroits super beaux. Alors je filme, donc j'ai un argument pour m'arrêter. Je me m'arrête pour Mm. filmer. Euh, je faisais moins ça avant, en fait, quand je voulais, genre j'allais vite, j'étais un bon coureur. Voilà. Maintenant, je m'arrête et souvent je me dis, mince, c'est con, c'est vraiment super beau ici. Je vais m'arrêter là maintenant. Le ravito en bas dans la vallée au Chapieux, il est nul, c'est pas beau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ouais. Souvent j'y pense à ça. Je me dis, merde, c'est un peu con en fait. On est en montagne et on profite pas de ça. Et ouais, les randos, les treks, c'est chouette pour ça. Et c'est vrai que Pour c'est moi, il y a pas énormément de différence quand même. Ouais, ouais. Je suis venu en fait aussi parce que je faisais ça. Les petites distances, ça m'intéresse moins. Les distances où il faut speeder. Voilà, moi je vais voyager, voir des belles choses plutôt que me faire mal en fait. C'est l'idée principale. Ok. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller se frotter à toutes ces montagnes. On s'en lasse pas. Alors je recevrai Thomas Laure Blanchet Ah, dans quelques semaines là. Je sais plus quand. J'arrive pas à calculer les semaines. Dans 3 semaines je crois. C'est Thomas Laure Blanchet qui sera mon invité et il a instauré quelque chose dans le team. On en parlera avec lui. Dans le team Salomon, c'était 10 trails officiels par an. Et c'était un petit peu pour rebondir sur ce que tu disais avec notre activité ou le fait qu'on soit invité. Alors moi, je dis jamais non. Et j'ai un problème, c'est que voilà, j'arrive pas à dire non. Et toi, comment tu fais pour réguler comme ça, justement, pas en faire trop? je pense qu'il ne faut pas non plus se restreindre. Faut pas,
J'entends parfois, vous en faites trop, vous en faites trop. Il arrive toujours un moment où on en fait moins, on n'a plus envie d'en faire, on se blesse. Alors bon, ouais, faut pas se blesser quand même, c'est chiant, mais faut pas non plus se restreindre. Si on a envie d'en faire parce que on a envie d'en faire, on peut aussi abuser. Voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus. Moi, aussi parce que moi je réduis parce que j'ai un emploi du temps aussi que je dois gérer, un calendrier, et parfois je dis non parce que j'ai autre chose de prévu. J'ai prévu d'aller de descendre en Bretagne, j'ai prévu de faire autre chose avec des potes, et je dis non, même si évidemment quand on me propose d'aller courir, je sais pas, Lavaredo, cette course là qui est superbe, ou une course en Norvège, je dis oui, mais je régule de manière très naturelle. Quand j'ai rien de prévu, et vraiment quand j'ai rien de prévu, je dis oui. Ok. Et puis souvent parce que c'est une opportunité plutôt sympa, quoi. Il y a pas trop se poser de questions. Après, d'autres problèmes apparaissent, mais il sera bien assez tôt pour les régler, ces problèmes. Par exemple, un peu marre à un moment, se dire Ouais. franchement là, le ultra trail c'est dur, celui-ci j'ai plus envie. Mais on verra à chaque fois dans son temps. Quand on a envie de le faire, on le fait. Moi, j'essaye vraiment de prendre les choses, je le dis depuis tout à l'heure, hein, l'impression de presque au jour le jour, de pas se mettre de contraintes, de pas se faire mal, de pas dépasser les limites ou sortir de sa zone de confort. Je fais pas ça. Mais surtout, mais aussi pas se restreindre pour X ou telle raison qui serait que c'est mieux comme ça. Non, je prends vraiment les choses au premier degré de mes envies. C'est comme ça que ça fonctionne. Vivre sa vie au jour le jour. Ouais, Ce sera ouais. le titre. Ce sera le titre de. Et d'ailleurs, mon histoire, c'est un peu ça. Hein. J'ai pas fait que de la course à pied et j'ai pas fait que des sites web dans ma vie. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Parce que là, actuellement, le journal du trail et puis toute cette activité en ligne, tu en vis. C'est ça ton Ouais. activité pro. Ouais. Je vis du journal du trail, du travail que je fais aussi de temps en temps avec Esprit Trail ou Wider Outdoor. Je dis salut à Sylvain aussi, je sais pas s'il nous regarde, et je crois qu'il est toujours un peu occupé avec son jeune enfant. Sylvain Bazin. Et puis je vis de ça aujourd'hui, c'est ce que je fais. D'accord. Comment, Vincent, tu ne trouves pas qu'on pousse toujours plus de kilomètres et toujours plus de D+, ou D- d'ailleurs? Oui, alors non, je ne trouve pas. Je trouve que les gens ne sont pas assez. Il faudrait aller faire le tour du monde. Ça rejoint ce que je viens de dire en fait. Ouais. Alors je pourrais dire l'inverse en fait, on dit et pourquoi pas en fait, pourquoi ne pas pousser à toujours plus de kilomètres et dénivelé quand on a envie de le faire. Pour moi, il n'y a pas de problème sur ce fait. Le fait de vouloir en faire plus de kilomètres, plus de plaisir, continuer à le faire, c'est pas un problème. Ce qui peut être un problème, c'est les impacts derrière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai moins envie. Ah tiens, je vais arrêter la course. Ah, je suis blessé. Faut avoir conscience de ça, mais y a pas de la question pour moi, il y a pas de problème à ça, à vouloir en faire plus. Non, il n'y a pas de problème à ça. Je vois pas le problème. Je vois très bien ce que veut dire Carlos derrière en fait. Mais je le reformule autrement. Non, il n'y a pas de problème à en faire plus. Non. On pourrait se poser la question sur d'autres sujets. Vincent, tu trouves pas qu'on pousse toujours à plus d'amitié et à vouloir voir ses potes toujours tout le temps? Cette question-là, elle est bizarre en fait. Je pense que on peut aussi formuler ça sur d'autres sujets et se rendre compte que dans le cadre de la course à pied, plus de kilomètres, plus de dénivelé, plus de ce qu'on a envie de faire, à la base, c'est pas un problème. Aller au bar, aller voir ses potes toujours plus, ça peut poser des problèmes. C'est pas ça qui pose problème. C'est le fait que on a à la maison des gens qui vont pas forcément être contents, mais c'est pas ça le souci. Okay. Ah, c'est ça. Je sais pas, t'en penses quoi, Carlos? Moi, je pense que ce serait de le faire pour les mauvaises raisons, qui serait d'augmenter toujours plus. Si c'est pour aller la recherche de la reconnaissance sociale associée au fait d'avoir accompli telle distance avec tel dénivelé, et puis voir uniquement le regard de l'autre se dire ah waouh, il a fait ça, il a fait ci. Si tu fais ça pour ça,
Bon, s'il y a quelque Non, chose mais de pas très sain, évidemment, ça pose des questions, ça pose des problèmes, ça peut engendrer des problèmes, et c'est un sujet dont on peut parler, mais en soi, ça n'est pas en soi un problème. Si par exemple c'était, est-ce que c'est pas un peu un problème de toujours vouloir faire du mal aux gens? Ça, oui, ça c'est un problème en soi, mais faire de plus en plus de kilomètres dénivelés, enfin, moi quand je vois ça, j'entends faire des longues distances et faire abuser de ce sport. Non, je ne pense pas en fait, que c'est un problème. Oui, mais tu as raison par ailleurs, il y a des éléments corrélés, pas des bonnes raisons, toujours des bonnes raisons. En même temps, tes raisons, c'est pas les miennes, et on peut débattre de ça, mais non, simplifions les choses et traitons les problèmes pour ce qu'ils sont. Voilà, ouais, on peut faire des kilomètres si on a envie. Moi, j'arrêterai un moment parce que sans doute j'en aurai marre, mais c'est pas un souci. Ok, et du coup, question un petit peu qui s'associe un petit peu. Une question pour toi, François et Vincent. Comment sait-on si on peut augmenter la distance habituelle? De combien de temps de combien et le temps qu'il faut? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, ça. Quel est ton avis là-dessus? Toi qui as commencé par un trail de 50 km. Non, alors oui, non, j'ai commencé par un trail de 50 km, mais je courais déjà, je fais déjà des sorties longues, je courais dans la forêt depuis un moment, et oui, il faut faire attention quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même se renseigner sur le sport, sur nos limites, être curieux de notre physiologie, et savoir où on met les pieds. Si on va trop vite, trop rapidement, on se blesse. Hein. Ça, c'est connu. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes au début. J'avais parfois un peu de périostite quand j'ai fractionné sur la piste, mais faut y aller doucement quand même. Mais comment sait-on si on peut augmenter sa distance habituelle? Faut y aller progressivement. Je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu, c'est pas du tout sourcé, mais je dirais que sur une période de 3 mois, on peut faire un semi, voilà, un semi en forêt, et puis 3 mois après, on fait un 40, et puis 3 mois après, on fait un 50 ou un 40, et puis un an après, on tente un 80. Voilà, c'est comme ça que je verrais le truc. Il y a un autre paramètre dont on parle pas souvent, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport au sport, et si on a un peu de capacité physique, on peut se contenter de rester au niveau de la barrière horaire, par exemple, et y aller tranquillement. On peut aussi le faire comme ça. Je sais pas. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Je sais pas, Julien, faut qu'on puisse voir ton histoire et tes qualités physiques, et puis la manière de ce que tu fais aujourd'hui pour te dire, ouais, ça va plus ou moins vite, quoi. Mais je sais pas toi ce que tu en penses en soi, mais moi, ce que je réponds souvent à cette question, c'est que ça dépend. Moi, c'est pas un sujet que je connais bien en fait. Vous l'avez peut-être compris dans ce que je dis. Je m'intéresse pas vraiment pas trop à ça. Tu fais pas de programme d'entraînement, Non, ça m'intéresse pas en fait. C'est important, hein, faut en faire. C'est important d'en faire. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet où je pourrais m'exprimer facilement en fait. Moi, ce que je recommande souvent aux personnes qui me posent cette question-là, c'est déjà de savoir d'où tu viens, parce que si tu commences le trail mais que tu as été fouteux pendant 25 ans avant, eh ben, ce sera pas pareil que si tu as été 40 ans sédentaire et que tu commences le trail. Donc déjà, la base, c'est pas la même. Et puis ensuite, c'est de savoir ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie d'aller vite sur l'ultra, eh ben, tu augmentes les distances au fur et à mesure en écoutant ton corps et puis en voyant ce qu'il est capable d'encaisser. S'il est capable, bah, tu continues. S'il n'est pas capable, tu freines et puis tu mets plus de temps. Et puis voilà, tout simplement. Je suis en train de voir un commentaire de Franck Méry. Franck, oui, là. Ouais. Vivant sur Paris, as-tu déjà fait des courses dans la vallée de Chevreuse? Ouais, je fais pas de vidéo en fait sur ces courses parce que c'est tout petit et j'essaie d'aller vite et du coup je filme pas en fait. Ouais, vallée de Chevreuse, non. Le trail de la Voir, qui est une course sympa en fait, qui a lieu printemps. En fait, ce que je dis pas dans mes vidéos, c'est que peut-être un peu, je peux en parler, mais je le filme pas. Au printemps, j'enchaîne pas mal de courses les week-ends, des 20-30 km. En sortie longue, hein, le but c'est pas de se faire mal, mais je me prépare comme ça, parce que c'est plus sympa de faire une sortie longue dans l'ambiance, quoi. Ouais, donc aller la voir avec des potes. Là, il y a 3 semaines, on a fait le parcours du
du trail des villes royales, enfin un trail, il y a eu 2-3 éditions entre Versailles et Rambouillet. Oui, j'ai des plus en tête, il y en a plein. Il y a une course que j'aime bien faire, en fait, c'est pas en vallée de Chevreuse, c'est en forêt de Montmorency, au nord de Paris, c'est le Maxi Cross. Et Côte-Trail de Paris aussi, non? Ouais, non, en fait, j'aime moins, les Côte-Trail de Paris, c'est là où je m'entraîne, en fait, c'est les sentiers où je m'entraîne, la partie Meudon, en fait. Et j'aime pas, enfin, j'ai pas envie de faire cette course. Parce que c'est pas là, c'est chez moi, en fait, j'ai pas envie de courir, me faire mal chez moi. Enfin, me faire mal. Les Côte-Trail, ouais, c'est une super course, c'est une des plus grandes courses de trail. D'ailleurs, on voit pas les montagnards là-bas, ils se débinent. Moi, j'en ai pas vu sur les. Pas non plus en Bretagne, les montagnards. Non, tu vois, les montagnards, quand il faut courir, on les voit. Ça fait trop ça, Ouais. Tiens, allez, allons-y. Sujet du moment. Que pensez-vous de la limite d'1 km? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, je pense que il te vous voit, il me parle pas à moi. Non, il nous parle à nous deux, s'il nous vous voit. Que pensez-vous de la limite d'1 km? C'est 1 km. J'ai pas d'avis, en fait. Je comprends pas la question, vraiment. Je comprends la question, je sais de quoi il veut qu'on parle. Mais il y a une décision qui a été prise, qui est, pour plein de raisons que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, sur lesquelles je ne vais pas m'exprimer, qui est que pour essayer de réduire cette embolie virale, on va confiner les gens et on leur permet de sortir, mais plutôt que ce soit trop compliqué à gérer au quotidien avec tous les villages et en fonction de l'endroit où vivent les gens, on a dit on s'arrête à 1 km. Et du coup, l'idée c'est que ça réduise le risque d'emballement de cette épidémie. Du coup, moi je vais courir et je reste dans un périmètre d'1 km. Voilà. Donc, je réponds à la question. Donc, la respectez-vous? Oui. Alors pour répondre, je vais pas me débiner si facilement et me cacher derrière la réponse de Vincent. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc dès lors, moi je respecte ce qui a été annoncé. Alors après, c'est assez facile pour moi de la respecter parce que j'ai de la chance d'habiter dans un cadre qui fait que c'est pas si contraignant que ça que de l'appliquer. J'ai une forêt, je peux aller courir le long d'un fleuve. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, je peux m'entraîner comme j'ai envie, donc c'est assez facile pour moi de le respecter. Maintenant, après, sur la cohérence, effectivement, quand nous on habite en nature et puis qu'on se dit qu'on fait de mal à personne en allant courir en forêt pendant 2 heures et qu'on croise personne, oui, mais si on prend le cas d'un Parisien qui a 10 000 personnes autour de lui, c'est pas la même chose. Et pour autant, on ne peut pas faire des règles cas par cas, et sinon, ce serait déjà qu'ils ont du mal. Alors, si on doit faire des règles village par village, donc voilà mon avis. Oui. Il y a une question non, mais la question, j'ai vu une question passer aussi, c'est est-ce que vous la respectez? Ouais. Alors, je vais pas te répondre en fait. Je vais pas te dire si je respecte la loi ou pas. Je vais juste pas te répondre. En fait. Parce qu'en fait, il faut la respecter. Et quelqu'un qui dirait non, moi je la respecte pas. On pourrait aussi poser une question sur c'est très culturel tout ça. Il y a des choses sur lesquelles on va s'exprimer et d'autres non. Par exemple, est-ce que tu respectes les feux rouges? Déjà, la question est bizarre. Et il me semble que c'est pas forcément une loi où on va pas entendre le détail, mais si la question c'est est-ce que tu respectes ce qui est, disons, imposé ou il y a des règlements, oui, en fait, oui, on respecte. Moi, je ne grille pas les feux rouges. Je veux parler de trail ici, en fait. Je veux pas parler de sujets un peu différents sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas m'exprimer là-dessus ici. Ouais, non, je comprends. C'est un sujet chaud. Vincent est un grand représentant du trail en Ile-de-France. Tout le monde le connaît. Il est super sympa et accessible. Ah oui, voilà. C'est vrai. Écoute, Vincent, on a déjà dépassé cette heure que je t'avais annoncée. Moi, je m'engage souvent sur 1 heure. Ouais. Alors après, on peut toujours se débasser un petit peu. Est-ce que tu as un endroit favori où on peut te retrouver? Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part? S'ils veulent voir ton travail, est-ce que tu peux nous dire tout ça? Alors, il y a pas mal d'endroits en fait. Pas Facebook.
j'ai arrêté Facebook. Ça me prend trop de temps. Il y a beaucoup de supports aujourd'hui et j'ai décidé d'arrêter Facebook. Si vous voulez me voir comme ça, de cette manière-là, en image animée devant un écran, il y a une chaîne YouTube où je filme mes courses et où je parle de plein de choses qui m'intéressent. Si vous voulez me connaître mieux, beaucoup mieux, il y a Twitter. Vous me suivez sur Twitter. Là, je parle plein d'autres sujets, assez peu de trade d'ailleurs. Je pourrais parler de l'avis qu'on a sur des choses qui semblent évidentes et qui le sont beaucoup moins. Par exemple, la manière de gérer l'épidémie. Ça, c'est un sujet sur lequel je peux m'exprimer ou je peux répondre aux questions sur Twitter. Et puis sinon, si vous voulez me filer un coup de main, on va dire, parce que je vis de ça, vous allez sur Journal du Trail lorsque vous cherchez des conseils sur la manière de s'équiper en matériel de trail ou même de course à pied, et puis vous naviguez sur le site et vous faites vivre et participer à l'activité de ce support qui s'appelle Journal du Trail. Voilà. Et puis, je pense que François, tu vas peut-être mettre un ou deux liens quelque part. Je sais pas en fait. Je connais. Je mettrai tous les liens dans la description sur la chaîne YouTube, sur la description aussi du replay qui sera disponible sur Facebook et sur YouTube. Donc tous les liens vous y retrouverez. Notamment le lien tweet. Tous les liens que tu as annoncés, j'allais déjà les mettre, sauf le lien Twitter, parce que c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Donc je mettrai aussi le lien Twitter pour les gens qui sont actifs là-dessus aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as un mot pour terminer et puis voilà. La parole est à toi. La parole est à moi. Ah, c'est bien ça. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Alors moi j'ai quelque chose à dire. Tu es le deuxième sur le nombre de personnes en live en record. Donc il y a eu 101 après Sylvain Cusso. Donc bravo. Et c'est qui? C'est de qui tu parles? Je ne sais pas qui c'est. Si, Cusso. Ouais, je connais pas. Je connais pas Sylvain Cusso, mais si tu connais. Non. Ben oui, on a couru ensemble en plus. J'ai couru derrière elle sur l'UTMB. Donc. Bon voilà, deuxième. Ouais, Sylvain, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, Sylvain Cusso. Bon. Tu fais pas le test. Alors, justement, je vais dire deux choses en fait. Je vais dire, c'est tout à fait normal que Sylvain Cusso ait plus de vues que moi ici, parce que la population trailer, c'est une population plutôt masculine. Et on préfère regarder quelqu'un comme Sylvain que quelqu'un comme Vincent Godin quand on est un garçon. Ensuite, deuxième chose, c'est vrai qu'on vit un moment un peu compliqué avec ce qui se passe cette année, avec ce confinement et cette maladie, enfin plutôt la maladie. La vie est assez injuste, elle est assez difficile, quoi qu'on en dise, hein, malgré les apparences d'un écran comme celui-là, on peut sourire, mais en fait, elle est difficile, et d'autant plus quand il y a un événement comme celui-là. Donc moi, je voudrais saluer les gens qui souffrent en fait de ces situations, les gens qui souffrent économiquement, parce que leur métier est stoppé, ils ont des engagements financiers, et c'est compliqué pour eux, vraiment compliqué. Tout le monde n'est pas fonctionnaire, enfin moi j'ai un problème avec ça, mais tout le monde n'a pas des revenus récurrents ou en CDI avec le chômage partiel. Et puis, il y a des gens qui souffrent aussi parce qu'en fait, de ne pas pouvoir aller au boulot, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir avoir une vie sociale, pour des gens qui vivent de ça vraiment, pour des gens pour lesquels c'est important, eh bien, le confinement, il est compliqué, en fait, il est difficile. Donc, je voudrais saluer ces gens-là qui vivent un moment difficile et je pense, en ce qui me concerne, qu'il ne faut pas s'arrêter sur la question de savoir si c'est juste, injuste, compliqué, normal ou pas de s'arrêter 1 kilomètre quand on va juste courir. Voilà, donc juste une petite considération un peu différente pour les autres personnes que nous-mêmes trailers. Eh ben, c'est un beau message pour toutes ces personnes qui effectivement, comme tu le dis, en souffrent, qui perdent leur emploi ou qui vivent un moment compliqué ou qui ont peut-être des proches aussi qui ont subi le Covid et qui sont partis. Ouais, voilà. Oui, aussi, hein. Donc, merci pour ce message. Merci à tous d'avoir été très présents encore une fois dans les commentaires. C'était vraiment un moment super chouette. Merci. Mercredi prochain, 20h30, un nouvel invité, encore super intéressant comme Vincent. Donc moi, je vous dis à mercredi prochain. C'est qui? Ah, tu verras demain. Il n'y a pas le droit de dire. Non, je ne sais pas en fait qui c'est. Bon, je regarderai. Moi, je ne sais pas qui c'est. Bah si, je sais. Toi, tu sais. Bah oui, tu sais. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup François. Je vous dis ceci dit, oui, c'est pas tout à fait fini. Il reste deux secondes. J'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment super. Je dois dire que
j'avais pas trop regardé ces vidéos jusqu'à présent, et c'est la deuxième que je regarde, enfin avant la mienne, et c'est vraiment bien, tu le fais bien, c'est fluide, très naturel, t'as même un talent pour ça, je te dis bravo, c'est chouette. Bah merci beaucoup, c'est gentil Vincent. Et du coup, comme tu m'as fait un compliment, je te dis qui c'est le week-end dans une semaine. Tout à l'heure, après. Ce sera Maud et Fred de Try the World. Donc, ah bah ouais, ils sont super sympas, je les adore. D'ailleurs, ils ont un super projet, il faudra en parler, ils ont un super projet. C'est pour ça que je les ai invités, c'est que je trouve que c'est des gens qui se bougent dans le milieu du trail. Et je tenais à les recevoir parce que ouais, j'ai hâte aussi de participer à cet échange. Ouais. Voilà, et ben merci beaucoup Vincent pour ce message, merci à tous, bonne soirée, et puis on se dit à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.